Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Instant Santé sur Gabon 24. Madame, Monsieur, merci d'être des nôtres pour vous informer. Notez que la survenue de la Covid-19 a alourdi les systèmes de santé du monde entier. De nombreux pays africains, dont le Gabon, qui représente plus de 90% des cas et des décès mondiaux dus au paludisme, sont confrontés à cette double épreuve, protéger leurs citoyens contre les risques de santé publique existants, comme le paludisme, et contre les risques émergents comme la Covid-19. Allons savoir comment le Gabon organise la prise en charge des malades du paludisme. Pour en parler, Instant Santé reçoit le docteur Safiou Abdourazak, qui est le directeur du programme national de lutte contre le paludisme. Docteur, merci d'être avec nous. Merci. Bonjour, madame. Bonjour et bienvenue sur Gabon 24. On vous l'a dit d'entrée de jeu, nous voulons savoir ce qui se passe réellement. Le paludisme, on le sait, est l'une des premières causes de mortalité en Afrique et à travers le monde. Le Gabon n'est pas en marge. Quel est l'état des lieux actuellement du paludisme au Gabon? Je vous remercie. Le paludisme est toujours la première cause qui amène les malades en consultation. Un quart des malades qui viennent en consultation, c'est pour le paludisme, lorsqu'on regarde toutes les consultations, et soit près de 25%. Le paludisme représente à toujours environ, chez les enfants de moins de 5 ans, 15% de mortalité, et tout âge confondu, c'est environ 6% de mortalité. Donc, le paludisme constitue donc toujours un grave problème de santé publique dans notre pays. Docteur Azak, dites-nous, la survenue de la Covid-19 a-t-elle vu les cas augmenter, les cas de paludisme augmenter? Oui, des cas probables. Parce que vous savez que lorsque les populations viennent en consultation, la première chose qu'ils déclarent, c'est « j'ai le palu ». Et d'ailleurs, avec la peur d'être étiqueté Covid-19, ils font de l'automédication. Donc, pendant longtemps, la plupart des cas d'ailleurs, qui refusent de venir à l'hôpital en première intention, ont déjà pris un traitement du palu. Ce qui fait peser des menaces énormes sur nos stocks. Parce que vous savez que la Covid-19 est une affection fébrile. Donc, il y a de la fièvre. Et le principal signe du paludisme également, c'est la fièvre. Et bien sûr, les autres signes, céphalées, douleurs articulaires et parfois troubles digestifs. Donc, avec cette automédication, il y a une surconsommation des antipalustres. Et d'ailleurs, comme vous le savez, l'un des traitements dont on parle le plus pour traiter la Covid-19, c'est l'hydroxychloroquine, qui est un médicament que nous avons utilisé pendant des années pour prévenir et traiter le paludisme. Ce n'est plus utilisé. Nous avons arrêté de l'utiliser depuis un certain nombre d'années parce que nous avons atteint des niveaux de résistance dans certaines provinces de près de 90%, notamment le Wallentem et le Lambaréné. En réalité, c'est parce que, d'ailleurs, la chloroquine était le médicament recommandé pour la prévention et le traitement du paludisme. Donc, de nombreuses familles prenaient tout le temps la chloroquine, donnaient la chloroquine aux enfants et c'était recommandé. Nous-mêmes, les gens de ma génération se souviennent même que l'infirmier passait dans les salles de classe avec un seau où il avait dilué des sachets de quinine qu'il nous distribuait et qu'on buvait à la cure pour la prévention. Parce qu'on s'est dit que disposant de cette molécule moins chère, bien tolérée et efficace, nous pouvons éradiquer le paludisme dans le monde. C'était l'une des grandes stratégies de l'OMS associée à l'utilisation d'un insecticide qu'on appelait le DDT. Malheureusement, le plasmodium, qui est le parasite du paludisme, se défend. Il va développer un certain nombre de mécanismes qui vont rendre la chloroquine inefficace. C'est pour cela que lorsque le niveau de résistance dépassait déjà les 30%, nous nous sommes résolus à le retirer du Gabon parce que c'est la pression médicamenteuse, le fait d'utiliser beaucoup une molécule sur un parasite ou sur un microbe, finalement, le microbe développe des résistances. Il en a même des DDT
qui était utilisé beaucoup, comme beaucoup de nostalgiques se rappellent, de cet insecticide qu'on pulvérisait partout. Et le fait d'avoir pulvérisé le DDT partout, l'insecte aussi a développé des résistances contre l'insecticide. Donc voilà ce qui fait que les stratégies d'éradication au niveau mondial qu'on avait développées, on espérait éradiquer le paludisme, nous avons dû revenir en arrière et changer de stratégie. Maintenant, c'est l'utilisation des ACT, les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, et la moustiquaire imprégnée d'insecticides ou la pulvérisation intradomiciliaire, plutôt que de pulvériser les insecticides partout dans la nature. Et parlons justement de ces moustiquaires imprégnés avec le confinement. Est-ce que l'on y a accès plus facilement pour ceux qui sont malades du paludisme? Pour prévenir le paludisme, nous avons des partenaires qui nous soutiennent pour la distribution, pour la mise à disposition des populations des moustiquaires. Cette année, justement, à cause du Covid-19, la Covid-19, il y a moins de partenaires qui se sont impliqués, tellement focalisés sur le front de la Covid-19. Nous avons eu Gabon Télécom qui a mis à notre disposition des moustiquaires pour les femmes enceintes économiquement faibles, et la Fondation Sylvia Bongo qui, chaque année, nous accompagne à l'occasion de la Journée mondiale du paludisme, qui a distribué un certain nombre de moustiquaires aux populations vulnérables et les plus vulnérables du pays. Donc ce sont ces deux entités qui aujourd'hui nous ont appuyés pour près de 800 moustiquaires, ce qui est quand même insuffisant. D'accord. Par rapport au taux, on est à combien de personnes vivantes avec le palu au Gabon à ce jour? Les derniers chiffres? Les derniers chiffres, comme je vous ai dit, lorsque nous avons en 2018 reçu les chiffres testés, environ 208 000 personnes ont eu un test positif confirmé paludisme. D'accord. On continue cette émission pour comprendre. Vous l'avez certainement compris, permettez la répétition d'entrée de jeu. Si vous nous prenez à l'instant, il s'agit d'Instant Santé qui traite du paludisme par ces temps de Covid-19. Parlons de la prise en charge thérapeutique. A-t-elle été modifiée? On l'a dit, la lutte de l'Afrique contre le paludisme a été rendue possible grâce à de l'argent et aux médicaments provenant d'autres régions du globe. Mais la Covid-19 menace de déstabiliser ce réseau de soutien car selon l'OMS, la production des principaux médicaments antipaludiques, on y arrive, a notamment été interrompue en Inde. Comment vous faites-vous donc pour avoir les médicaments, outre ces apports, comme vous venez de le signifier, de la Fondation Sylvia Bongo et autres, comment vous faites-vous pour soigner les malades du palu? Comment vous faites pour vous approvisionner en médicaments? Bon, il faut dire une chose, c'est que la Fondation a participé en ce qui concerne les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Mais en ce qui concerne les médicaments, nous connaissons la pression sur les stocks. À partir de là, nous suivons chez les grossistes. Parce que la particularité de notre pays, c'est que les médicaments, notamment dans les grandes villes, se trouvent au niveau des officines pharmaceutiques, puisque l'Office pharmaceutique national n'a plus beaucoup de stocks. Et parce que la CNAM-GS assure à 80% la prise en charge des antipaludiques. Donc, nous suivons donc les stocks au niveau des grossistes, au niveau des officines pharmaceutiques. Et au jour d'aujourd'hui, nos capacités, nous avons vérifié dernièrement, nous sommes à près de 6 mois de sécurité. Donc, grâce à ceux qui sont immatriculés, peuvent avoir accès aux médicaments. Mais nous disons quand même que ces personnes qui ont des assurances maladie et tout un chacun gagneraient, à protéger le système de santé en évitant des consommations anarchiques de médicaments. En allant chez le pharmacien, j'ai mal à la tête, un peu de fièvre, j'ai le palu. En faisant de l'automédication. Nos directives disent qu'avant de traiter une personne comme paludisme, il faut que la personne subisse d'abord un test biologique pour confirmer si c'est un paludisme. Ce test, soit c'est le test de diagnostic rapide, soit la goutte épaisse qui fait appel à la microscopie.
Et nous avons, un certain nombre de choses ont été faites pour faciliter cela. Le gouvernement a mis en place un stock de tests de diagnostic rapides pour essayer de stabiliser le coût de l'examen. Et ils sont disponibles où? À l'Office pharmaceutique national, où les structures sanitaires peuvent acquérir ce test à un prix fortement subventionné. D'accord. Ce qui devait permettre de faciliter les diagnostics. Le Programme national de lutte contre le paludisme également a organisé des sessions de formation à l'intention des officines pharmaceutiques parce que l'automédication, c'est vrai que nous sensibilisons, mais ce n'est pas demain que nous arriverons à mettre fin à l'automédication ou à cette automédication accompagnée par les pharmacies. Donc nous avons formé les personnels des officines pharmaceutiques à l'utilisation des tests de diagnostic rapide, de manière à ce que quand un patient va au comptoir de pharmacie, on puisse lui faire d'abord un test rapide avant de lui donner un médicament antipaludique. Parce que continuer dans ce sens-là, malheureusement, favorise les décès. Parce que, avant qu'une mère se lève pour dire « j'amène mon enfant à l'hôpital, au comptoir de la pharmacie pour prendre un médicament antipaludique », il se sera peut-être déjà écoulé 2 ou 3 jours. Et quand elle y arrive, vous lui donnez encore un médicament, vous comprenez qu'elle va aller observer l'efficacité de ce médicament pendant 2 ou 3 jours encore. Maintenant, si ça ne marche pas, nous avons un retard considérable à la prise en charge. Parce qu'il y a des maladies qui nécessitent des antibiotiques. Si on met, comme les infections respiratoires aiguës, certaines maladies diarrhéiques et d'autres infections fébriles, si on ne donne pas d'antibiotiques et qu'on continue à donner un antipaludique, vous comprenez que nous sommes en échec. Et il y a des enfants qui décèdent, malheureusement, à cause de ce retard à la prise en charge. Donc nous ne pouvons pas continuer à traiter au hasard. Une étude faite par Madame le professeur Kombila et son équipe il y a quelques années au centre hospitalier de Libreville a montré que sur 100 malades qui venaient pour fièvre à l'hôpital, au centre hospitalier universitaire, à peine 18 avaient un test de paludisme positif. Ce qui signifie que si on continue de traiter au hasard, on va traiter 80 malades à la limite avec des médicaments dont ils n'ont même pas besoin. Mais la preuve, c'est que lorsque vous allez en pharmacie, vous le dites, le pharmacien ne vous propose pas le test, il vous propose directement les médicaments. À qui la faute finalement? Aux patients qui arrivent ou au programme national de lutte qui n'a pas suffisamment sensibilisé et les populations et les pharmaciens? Le programme national contre le paludisme, merci de nous aider aujourd'hui, réitère encore ce message qu'il ne faut pas aller en première intention au comptoir vers les officines pharmaceutiques. Parce que, comme j'ai dit, ça peut être dangereux pour l'enfant si un diagnostic précis n'est pas effectué avant d'administrer le traitement. Et puis, il y a l'incidence économique. Quelqu'un qui a la CNAM-GS, qui a l'opportunité de voir ses médicaments subventionnés à 80%. S'il choisit d'aller directement au comptoir de pharmacie, il dépense beaucoup plus cher, ça fait beaucoup d'argent perdu. Et si le traitement qu'il a payé n'est pas efficace, malheureusement, nous nous retrouvons dans une situation où il va devoir, après, en cas d'échec, aller rechercher maintenant un vrai diagnostic. Et on va lui prescrire peut-être des antibiotiques. Et vous voyez bien qu'on aura dépensé de l'argent doublement à cause d'une fausse piste. Il y a aussi cette problématique des faux médicaments qui sont d'actualité dans la lutte contre le paludisme. Lorsque vous allez vers ces vendeurs de faux médicaments, parce que nous avons essayé de sillonner la capitale pour le voir, il y a que ces derniers procèdent même à des prescriptions médicales en rapport avec le paludisme. Qu'est-ce qui est fait au niveau du programme national de lutte contre le paludisme pour justement éviter ce type de comportement? Il faut dire que, par exemple, en 2018, nous avons fait beaucoup de sensibilisation. D'accord. Nous avons formé près d'une vingtaine d'ONG partenaires pour nous accompagner dans la lutte contre le paludisme par les actions de sensibilisation, justement. Nous avons formé les structures de santé à la sensibilisation et
à la prise en charge correcte du paludisme. Comme je vous l'ai dit, nous avons formé les officines pharmaceutiques et nous demandons à tous ces partenaires formés de ne pas rester l'arme au pied. Parce que quand on forme quelqu'un pour une bataille, il doit aller s'engager pour la bataille. Mais lorsque vous formez et que vous les laissez dans la nature, vous pensez que le message y passe bien? Comment on fait? Lorsqu'on a formé quelqu'un, on essaie de suivre. Est-ce que dans l'applicabilité, les choses se passent réellement comme vous l'avez souhaité? L'on constate, il faut aller juste à la pharmacie, dire « je me sens mal, j'ai un peu de maux de tête » et puis vous avez un médicament antipaludique. Comment on règle la question finalement? Nous devons continuer à renforcer la supervision au niveau des pharmacies. C'est vrai qu'en ce moment, toutes les énergies sont focalisées sur Covid-19. Ça a brouillé un peu nos feuilles de route par rapport à certaines actions que nous menons. Beaucoup de nos personnels ont été mobilisés au niveau des comités Covid-19, au niveau des comités de la Covid-19. Donc, nous devons, dès que nous le pouvons, continuer à sensibiliser. Et nous avons, au cours de cette journée mondiale de lutte contre le paludisme, justement, focalisé sur les médias, parce que nous ne pouvions plus aller sensibiliser en direct, comme on le faisait avant, directement au contact des populations. Très bien. Donc, nous avons privilégié des messages par SMS, et pour cela, nous profitons pour remercier Gabon Télécom et RTL Gabon, qui nous ont permis de diffuser des SMS de sensibilisation en matière de lutte contre le paludisme. Docteur Abdou-Razak, on va continuer rapidement, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps. On parle de cette Covid-19 qui n'épargne aucun pays du monde, c'est un fait. Comment parvenez-vous au niveau du Gabon à protéger les plus vulnérables, les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans? En ce qui concerne la protection des femmes enceintes, les protocoles, et nous avons aussi vérifié que les médicaments utilisés pour la prophylaxie chez les femmes enceintes sont disponibles toujours. La sulfadoxine pyrimétamine est présente dans les officines pharmaceutiques. Ça, c'est pris en charge à 100% par la CNAM-GS. En ce qui concerne les femmes enceintes, les moustiquaires, du moins celles qu'on a eues, ont été mises à disposition des centres de santé pour être distribuées aux femmes enceintes vulnérables. L'État gabonais a mis en place, est en train de mettre en place avec la Croix-Rouge gabonaise un circuit de moustiquaires à prix subventionné. D'accord. De manière à ce va démarrer quand qui a déjà démarré, mais c'est le partenaire de la Croix-Rouge qui, pour l'instant, est tellement focalisé sur la Covid-19. Malheureusement, il y a la Covid. On n'a pas encore démarré, mais sinon, le partenariat est en voie d'être signé, les textes sont préparés, les stocks de moustiquaires sont là et ces moustiquaires vont être rendus disponibles. Voilà, dans Très bien. tout le pays. Notons qu'en 2018, ce sont les chiffres, près de 175 millions de moustiquaires ont été livrés à l'Afrique subsaharienne. Ce sont les derniers chiffres. Docteur Razak, il y a que l'Organisation mondiale de la santé prévenait au début de cette pandémie sur le nombre, prévenait que le nombre de décès causés par le paludisme sur le continent pourrait doubler cette année pour atteindre 769 000, un chiffre jamais enregistré depuis 20 ans. Que dire finalement 3 mois après l'apparition de la Covid-19 au Gabon? Est-ce que les chiffres liés au paludisme et à la Covid-19, au paludisme d'abord, ont augmenté et liés à la Covid-19 également? Il faut dire que notre système d'information sanitaire garde beaucoup de faiblesses. Vous voyez que je vous ai présenté tout à l'heure un certain nombre de chiffres de l'année 2018. C'est parce qu'en 2019, nous sommes seulement en train de les consolider. Et nous souhaitons qu'au sortir des enseignements tirés de la Covid-19, nous amène à un système de santé qui notifie beaucoup plus vite et qui notifie de manière beaucoup plus détaillée les décès. Alors, je vous parle de ce rapport, justement, mondial sur le paludisme, publié en décembre 2019, qui indique que plus de 220 millions de personnes ont été infectées et 405 000 ont été tuées par la maladie en 2018. L'Afrique subsaharienne a enregistré environ 93% de tous les cas de paludisme et 94% des décès cette année-là. Au niveau des chiffres, au vu de ces chiffres, monsieur le directeur du programme national de lutte contre le paludisme, au vu des chiffres liés à l'avancée macabre de la Covid-19 dans le monde et en Afrique, doit-on craindre plus de morts liées justement au paludisme? Mais bien sûr. Il y a un certain nombre d'éléments qui nous font craindre
le pire en matière de paludisme. Quels sont ces éléments? Il y a le fait que beaucoup de personnes ont peur d'aller à l'hôpital. Beaucoup de structures de santé, de personnels de santé sont entièrement dédiés à la COVID-19. Ce qui déjà, la carte sanitaire connaissait déjà une certaine faiblesse. Donc, si davantage de ressources sont affectées à la COVID-19, habituellement, chaque année, nous tournions autour de 10 000 moustiquaires, 5 000, 10 000 moustiquaires de dons chaque année lors de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Aujourd'hui, nous sommes tombés à environ 1 000 moustiquaires. Beaucoup de sociétés à la COVID-19 parce que dans cette période, beaucoup de sociétés ont préféré faire des dons plutôt en direction de la COVID-19 que l'appui qu'ils apportent traditionnellement au programme national de lutte contre le paludisme. Et les personnels de santé sont aujourd'hui très concentrés sur la COVID-19. Tout le monde n'a plus Dieu que pour elle, la COVID-19 et nous battons, nous essayons de sensibiliser, nous leur disons que les TDR sont disponibles à l'Office pharmaceutique national et dans la démarche thérapeutique de prise en charge du patient, lorsqu'un cas de fièvre arrive, il faut d'abord faire son test, bien l'écouter, faire un test diagnostic. Si le diagnostic est négatif, pensez également à la COVID-19. Mais si le test est positif, tout faire et c'est avec cette fluidité dans la prise en charge qui permettra de ramener la confiance dans des patients vers les officines pharmaceutiques où ils pourront venir en toute sécurité. Parce que beaucoup continuent de penser que s'ils viennent à l'hôpital, tout de suite ils sont étiquetés COVID-19. C'est en plus une maladie, ce n'est pas une maladie de la honte. Ce n'est pas une maladie de la honte, ce n'est pas une maladie où aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup d'avancées sur le plan de traitement qui améliore quand même. Et il y a beaucoup de mesures mises en place par le gouvernement pour lutter contre la COVID-19. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Il faut que les patients aillent à l'hôpital ou les personnels fassent son test. Parce que le paludisme tue, c'est encore réel. Qui dit lutte, docteur, dit moyen. En 2018, on le sait, les dépenses mondiales pour éradiquer le paludisme ont atteint 2,7 milliards de dollars. Qu'en est-il de 2019? Car dans nos recherches, nous avons lu que le gouvernement américain, qui est à nouveau le plus grand donateur, a donné environ 1 milliard de dollars à plus de 30 pays en 2020. Est-ce qu'à ce jour, les moyens mobilisés pour lutter efficacement contre le paludisme sont conséquents et vous permettent de faire votre travail? Il faut dire que sur le plan administratif, nous arrivons à faire notre travail. Mais la prise en charge. L'État fait des énormes efforts. Comme je vous ai dit, la plupart des médicaments antipaludiques sont pris en charge à 80%. Mais la stratégie qui nous permettrait de relever la couverture en moustiquaires imprégnés, c'est la distribution de masse. Là, malheureusement, nous comptions organiser une réunion de mobilisation de ressources pour aller vers une distribution de masse de moustiquaires imprégnés. Malheureusement, ça fait depuis fin 2019-2020, nous avions déjà même des financements pour organiser la réunion. Malheureusement, la réunion n'a pas pu se faire à cause de la COVID-19 encore une fois. Et malheureusement, le gouvernement américain qui a fait des dons fait des dons énormes en direction des pays africains. Le Gabon n'est pas éligible au financement revenu transsupérieur. Le Gabon également n'est pas éligible au financement du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, qui également sont les principaux bailleurs de la lutte contre le paludisme dans le monde. Comment on fait alors pour faire une prise en charge? On ne compte que sur le gouvernement finalement? Écoutez, le programme national, nous avons le devoir déjà, que les médicaments soient disponibles, bien donnés de manière correcte. Ça, il faut de la sensibilisation et de la formation. Il faut les tests de diagnostic rapides. Donc, ça, nous le faisons, nous mettons en place ces sessions de formation. Nous suivons les stocks. S'il y a risque de rupture de stock, nous savons là où il faut donner l'alerte pour éviter de se retrouver en pénurie de médicaments. Voilà un peu ce que nous pouvons faire en ce moment. Mais, je dis, la prise en charge des tests par la CNAM-GS,
la prise en charge des médicaments, c'est quand même énorme, D'accord. 80%. La CNEMGS Voilà. qui fait école en Afrique, hein, Voilà. parce que la CNEMGS prend donc 80% de toutes ces charges des personnes qui sont identifiées, qui sont immatriculées. Hein, des salutations donc à toutes ces personnes qui prennent en charge les malades antipaludisme, les malades du paludisme, on va le dire comme ça. Depuis l'apparition, et c'est la dernière question, de la Covid-19, docteur Razak, tout le monde n'a plus Dieu que pour elle. Oui, tout est mis en place pour freiner son avancée. Pensez-vous que la lutte contre la Covid-19 compromettra de façon assez spectaculaire les avancées, les acquis dans la lutte contre le paludisme? C'est certain, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une menace. Mais nous prions que au sortir de la Covid-19 aussi, des enseignements soient tirés de manière à ce que ça aboutisse à un renforcement du système de santé et que les bonnes pratiques en matière de suivi et évaluation qui sont mises en place, les bonnes pratiques en matière de mobilisation des ressources, vous savez que c'est notre voie de salut, puisque les bailleurs internationaux ne veulent pas financer le Gabon en matière de lutte contre le paludisme. Non, ils ne veulent pas, c'est voilà. à cause du statut du Gabon. C'est pas qu'ils ne veulent pas, mais bon, le statut du Gabon ne Gabon permet pas qu'il y ait certains financements. Voilà, donc à partir de là, nous espérons que cette réponse nationale à la Covid-19 soit également la même qui va être transposée pour d'autres urgences sanitaires au Gabon. Et le paludisme demeure en permanence un grave problème de santé publique. Donc nous espérons que là, nous comptons qu'au sortir de là, cette tradition de prendre une partie des ressources pour répondre aux problèmes de santé majeurs de notre pays, cette habitude va s'installer et nous envisageons des lendemains sereins, même si les temps actuels sont difficiles. Les temps sont difficiles, je vous le concède, docteur. Par ces temps de Covid-19, l'on ne sait plus où donner de la tête. C'est vrai que les autorités, les plus hautes autorités du pays mobilisent les ressources nécessaires pour lutter efficacement contre la Covid-19, mais il y a à côté le paludisme qui continue également de faire des ravages. Il y a d'autres maladies, l'hypertension, les accidents cardiovasculaires, toutes ces choses qui continuent de toucher et affecter les populations gabonaises. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Qu'est-ce que fait le programme national de lutte contre le paludisme, excepté organiser des réunions? Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain, excepté la sensibilisation également? Nous avons déjà le devoir d'élaborer le plan le plus adapté possible pour répondre à la problématique du paludisme dans notre pays. Ça, c'est déjà, il faut un plan. Et ce plan doit être financé. Et à partir de là, nous envisageons organiser, dès que les temps nous le permettront, une réunion de mobilisation des ressources. Notre devoir est d'envisager des nouvelles stratégies. Le fait de créer des possibilités de dépistage dans les officines pharmaceutiques répondent aux réalités gabonaises où les gens ont beaucoup recours à ce circuit d'automédication. Mais à partir de là, nous avons fait notre devoir, nous avons cherché les partenaires qui nous ont mis un certain nombre de moyens et nous avons pu former. D'accord, très bien. Et après avoir formé, nous devons en assurer le suivi et évaluation qu'aujourd'hui, malheureusement, la tension liée à la COVID-19 ne nous permet pas de fonctionner normalement. Mais ce sera fait puisqu'il faudra désormais vivre avec la COVID-19. Nous avons le devoir de former les ONG. Nous le faisons. Nous allons continuer à le faire. Nous avons le devoir de répondre à l'invitation des médias ou de solliciter les médias pour que le message de responsabilité dans la recherche du traitement soit diffusé. D'accord. Toutes les populations doivent comprendre que pour soigner un paludisme, autant que possible, il faut faire la preuve du paludisme avant de prendre un quelconque traitement. Évitons l'automédication. Voilà qui est dit. Le docteur Safiou Abdourazak, directeur du programme national de lutte contre le paludisme, était l'invité de cet instant santé qui se referme. Merci et bonne continuation. Enceintes, les enfants de moins de 5 ans ont sont de potentiels malades puisqu'ils sont vulnérables d'après ce que l'on sait de la définition même du paludisme et des cibles de cette maladie. Il y a des mesures qui ont été prises par
par l'État pour lutter efficacement contre la Covid-19 qui continue de focaliser l'attention à travers le monde. N'oubliez pas de respecter les gestes barrières. Restez chez vous si vous n'avez rien à faire dehors. Lavez-vous régulièrement les mains et en cas d'indisponibilité d'eau ou de savon, s'il vous plaît, utilisez un gel hydroalcoolique. Voilà qui est dit. Nous, ici, faisons le geste. Faites-le chez vous, s'il vous plaît. Grand bravo à toutes les forces de défense et de sécurité qui veillent à notre sécurité. Merci également au personnel de santé sans lequel nous n'en serions peut-être pas à ce chiffre de personnes testées positives au Covid-19. Voilà qui est dit. Merci de nous avoir suivis. Instant Santé se referme. Les programmes de Gabon 24, eux, se poursuivent.